en particulier sur les élèves et les personnels de l'éducation. Donc, du coup, je vais vous introduire ce débat dans les grandes lignes. Et on attend encore 5 minutes. Non, c'est bon, ok. Donc, on va démarrer. On va démarrer sans tarder. Du coup, pour introduire ce débat, j'aimerais insister sur 2 points. Le premier, c'est sur le rôle de l'éducation dans le système dans lequel nous vivons et travaillons au quotidien, le capitalisme. Le deuxième point, c'est les luttes à mener pour imposer un autre modèle, une autre éducation qui implique une société nouvelle en rupture totale avec le capitalisme. Nous le voyons et nous le verrons au fil du débat. Nous pouvons constater en France ces dernières années une dégradation généralisée de l'enseignement, de l'éducation, sur des motifs économiques tels que basés sur des réductions budgétaires, sur des prétextes de rentabilité, suppression de postes, précarisation du travail, etc. etc. L'enjeu de ce débat, c'est de pouvoir nommer les changements actuels, ce que nous pouvons porter en tant que jeunes en formation, travailleurs de l'éducation, pour une éducation d'un type nouveau, soit une éducation émancipatrice, répondant aux besoins sociaux des populations et non pas au profit exclusif d'une classe. L'enjeu est de débattre et d'organiser, l'enjeu porte sur l'organisation, la lutte de la jeunesse en formation et des travailleurs de l'éducation pour une éducation émancipatrice. Pour être un peu plus clair durant mon exposé, je vais être rapide, je vais vous définir quelques termes et idées qui me paraissent indispensables pour aborder ce débat. Qu'est-ce que l'école de classe ? Nous constatons que le capitalisme a un intérêt à développer l'enseignement, mais uniquement celui destiné à la formation et la reproduction d'une main-d'œuvre qualifiée pour répondre directement aux besoins du capital. Au minimum, il s'agit en fait de compétences basiques comme savoir lire, écrire, etc. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit pour le patronat de ne former que des travailleurs nécessaires pour reproduire le cycle de la production et ainsi accompagner les changements dans la production. Ces changements sont orientés dans un seul sens, maximiser les profits. Les capitalistes investissent dans l'éducation pour n'en tirer que des machines spéciales, réglées selon leurs besoins, c'est-à-dire ce qu'on appelle des travailleurs. Non seulement ils ne voudraient nous faire apprendre que le strict minimum de compétences nécessaires pour travailler chez eux, mais en plus de cela, ils utilisent tout le processus éducatif comme outil de sélection au mérite dans le discours et comme outil de sélection sociale dans les faits. Ces 2 phénomènes et toute l'offensive menée par les gouvernements successifs et actuels pour les faciliter, c'est ce que nous nommons l'école de classe. Le processus de sélection commence dès le début de la scolarisation, de manière informelle dans les écoles primaires, puis au collège, au lycée, en particulier dans la filière professionnelle, dans les centres de formation des apprentis, les CFA. L'université se situe à la fin de ce processus de sélection sociale, de tri de la main-d'œuvre, dont la majeure partie des enfants issus de la classe ouvrière sont déjà exclus. C'est un lieu de reproduction sociale et idéologique de la main-d'œuvre qualifiée intellectuelle, dont les futurs chercheurs, par exemple, sont conditionnés par une hégémonie culturelle bourgeoise pour répondre à des problématiques de recherche aux intérêts de la même classe. Alors, d'où vient la sélection à l'entrée et durant le cursus scolaire ? Elle vient de la réalité de la production elle-même. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le capitalisme se développe, la part qu'il investit dans les salaires diminue par rapport à ce qu'il investit dans les machines, locaux, matières premières. En temps de crise, cet état de fait s'accentue encore davantage, se traduisant par des vagues de fermeture d'usines, de licenciements, etc. Par conséquent, le chômage se développe et cela se répercute également sur le nombre de travailleurs qualifiés, mais également la formation elle-même. La sélection est un outil qui permet de réguler en fonction des besoins du capital. Tout le schéma que je vous ai décrit, c'est la tendance économique et historique du capitalisme, de l'école de classe en France. Néanmoins, aujourd'hui, ce schéma n'est pas pleinement réalisé en raison de luttes, de résistance, de rapports de force qui ont su imposer à la fois des conquêtes sociales et des ralentissements dans ce processus. Alors, qu'est-ce que nous, les communistes, on propose ? Déjà, on constate que le capitalisme cherche toujours à nous priver de nos droits, que ce soit l'accès à l'éducation, à la santé, au transport, à l'électricité,
à l'eau, etc. Nous devons l'affirmer, ce ne sont pas des privilèges, comme ce qu'ils prétendent le dire nos adversaires, les politiciens, les bourgeois, etc. Mais c'est des droits élémentaires. Nous devons imposer notre propre société, une société où l'ensemble de ses besoins serait garanti et accessible pour tous. Les travailleurs doivent se battre contre la bourgeoisie jusqu'à la rupture révolutionnaire. Pour garantir notre survie et notre dignité, nous devons poser la question du pouvoir et le saisir. Les besoins sociaux ne pourront être garantis que lorsque nous gérerons nous-mêmes la production, lorsque nous imposerons le pouvoir ouvrier. L'expérience socialiste du XXe siècle nous prouve qu'une éducation de qualité, accessible à tous, est possible. Sous le socialisme, l'éducation est vectrice d'émancipation, non seulement individuellement, mais aussi pour la société tout entière. L'enseignement n'est pas déconnecté des volontés du peuple, mais décidé par lui-même. L'enseignement socialiste est par exemple organisé par des commissions publiques composées d'ouvriers, de paysans, d'enseignants, de professeurs de formation professionnelle, d'éducateurs, de chercheurs, d'étudiants et de représentants de la jeunesse. L'éducation socialiste répond aux besoins d'économie socialiste tout en développant les talents de chacun. Elle lie l'instruction à caractère scientifique avec l'éducation communiste de l'école et de la vie. Elle fait toujours le lien entre la théorie et la pratique pour veiller à ce que tout ce qui soit appris soit facilement applicable. La formation y tient alors une place très importante. Sous le socialisme, tout le monde a le droit d'apprendre un métier et de chercher à améliorer ses connaissances tout au long de sa vie. Les exemples sont multiples, autant dans les anciens pays socialistes d'Europe de l'Est, en RDA, qu'au Vietnam socialiste, qu'au Burkina Faso durant la période sankariste, à Cuba encore aujourd'hui, etc. Avec l'augmentation des connaissances et le progrès technique, toujours grandissant, les conditions sont aujourd'hui d'autant plus réunies pour assurer cette société nouvelle. Sous le modèle économique socialiste, il est possible d'assurer à tous les jeunes un travail, un salaire et une vie digne à la sortie de ses études. Contrairement au système capitaliste, il est dans l'intérêt du socialisme qu'il y ait, dans la formation professionnelle, un lien entre instruction générale et professionnelle, enseignement théorique et pratique. Sous le socialisme, le rapport au travail est forcément autre que dans la situation actuelle. Les travailleurs participent à la production socialiste pour leurs propres intérêts et non simplement pour survivre en enrichissant une tierce personne. Toutes les innovations techniques ou technologiques ne servent pas à accroître les profits d'une minorité ou à organiser le chômage de masse et l'exploitation. Le progrès technique et technologique est utilisé comme outil pour soulager la pénibilité des tâches pour les travailleurs et améliorer l'existence de tous. Pour conclure, et je donnerai la parole ensuite à Alice, qui passe après moi, l'école sous le capitalisme ne peut pas être émancipatrice. Nous pouvons conquérir des droits par la lutte, mais un jour ou l'autre, ces droits nous seront arrachés. Si nous voulons une école émancipatrice, il nous faut mener une lutte politique pour le renversement du capitalisme, de l'État bourgeois. C'est seulement lorsque tous les travailleurs prennent le pouvoir que nous pouvons assurer une société répondant aux besoins, l'accès à l'éducation, l'eau, l'électricité, la santé, et fournissant un travail digne pour tous. C'est seulement dans ces conditions que l'éducation peut être réellement émancipatrice, quand il s'agit de former les jeunes générations à exercer le pouvoir dans la production et dans toutes les sphères de la vie. Voilà, j'ai fini mon rapide exposé. Je vais donc donner la parole à Alice, qui est surveillante à Marseille, pour parler du côté du personnel de l'éducation. Et après, on donnera la parole ensuite à un camarade de lycéen, étudiant, et ensuite à des apprentis pour parler également de leur expérience. Voilà, merci. Du coup, donc la gestion capitaliste du système éducatif, ça impacte évidemment les élèves, mais ça impacte aussi les travailleurs de l'éducation nationale. Ça fait des années que les réformes s'enchaînent dans l'éducation. D'abord au détriment des élèves, mais aussi au détriment des personnels. La baisse des budgets dans le secondaire a pour conséquence une diminution globale du nombre de postes, d'enseignants, de cadres pédagogiques, d'administratifs, d'entretien, etc. Et une hausse du nombre d'élèves dans les établissements comme dans les classes, ce qui entraîne forcément une surcharge. De nombreux locaux sont vétustes et leur jauge d'accueil initiale est largement dépassée. Beaucoup d'établissements ne sont pas en mesure de proposer un grand nombre d'options et sont moins bien équipés que d'autres. Les différents dispositifs censés accompagner les établissements des quartiers populaires comme le statut ZEP tendent à complètement disparaître. Ils ont déjà été supprimés dans les lycées. Et chaque année, les établissements connaissent de plus en plus de coupes budgétaires, etc., etc. Chaque année, des postes sont supprimés au concours et de nombreux fonctionnaires de l'éducation nationale partant à la retraite ne sont pas remplacés par de nouveaux arrivants. Les élèves sont évidemment victimes de ces non-remplacements. Cette année, par exemple, au lycée Diderot à Marseille, des classes de première et de terminale professionnelle n'ont eu presque aucun cours de leur spécialité par manque de professeurs.
Le processus de privatisation se manifeste notamment à travers le remplacement des fonctionnaires titulaires par des contractuels, des stagiaires en formation, voire même par des plus précaires encore, AED, assistants de langue étrangère, AESH, étudiants. Je suis moi-même assistante d'éducation dans un lycée des quartiers nord de Marseille, et autant vous dire que c'est le plus bas de l'échelle des travailleurs de l'éducation nationale. Contrat précaire par excellence, être AED, donc surveillant, ce n'est même pas considéré comme un véritable métier, mais comme un petit job que l'on peut exercer maximum pour une durée de 6 ans. L'excuse à cela est que c'est un job pour les étudiants. Déjà, on peut critiquer le fait même que des jobs soient aménagés pour les étudiants. On le verra après avec le camarade qui en parlera sûrement. Mais ne serait-ce pas mieux de développer le système de bourse en les augmentant en nombre et en valeur pour permettre à tous d'étudier dignement. Ensuite, la réalité montre que ce sont de moins en moins des étudiants qui sont recrutés sur les postes d'AED. Les CDD signés sont généralement d'une durée d'1 an et confrontant à chaque fin d'année les AED au renouvellement ou non de leur contrat. Cette précarité impacte évidemment sur les conditions de travail, mais aussi les conditions de vie. Comment se loger avec des CDD d'1 an? Comment est-ce que nos dossiers peuvent être acceptés? Comment défendre ces conditions de travail, faire grève, revendiquer au sein de son établissement avec des contrats aussi précaires? La situation des AED du lycée Victor Hugo à Marseille est caractéristique des problèmes auxquels sont confrontés les AED. 4 collègues sont actuellement menacés de non-renouvellement pour avoir tout simplement fait leur travail. Remonter à la direction des propos d'un professeur, rapportés et dénoncés par des élèves comme étant racistes. Évidemment, derrière cet incident, c'est aussi la répression militante qui s'applique puisque les collègues en question sont grévistes, ont été à l'impulsion de la création d'un collectif AED sur la ville de Marseille l'année précédente et de manière générale prennent à cœur de revendiquer des conditions de travail dignes et de ne pas se laisser faire par la direction au sein de leur établissement. Je ne m'étendrai pas plus sur la situation du lycée Victor Hugo, qui est assez complexe, puisque les collègues sont là aujourd'hui et vous exprimeront certainement plus tard ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont vécu. Si évidemment les problématiques et les conditions de travail peuvent varier en fonction des établissements, une réalité s'impose à tous les AED. Ils sont les sous-fifres de l'éducation nationale. Le rôle des AED n'est pas vraiment déterminé. Leurs tâches vont de la surveillance de l'établissement, de la gestion des élèves en dehors des temps de cours, à des tâches administratives diverses comme secrétaire des CPE et de la direction. Dans beaucoup d'établissements, certains sont engagés au titre d'AED, donc sur des contrats ultra précaires, pour réaliser des tâches qui sont les mêmes que d'autres collègues fonctionnaires. Le secrétariat, l'informatique, la gestion du CDI ou même la gestion des classes relais ou autres dispositifs, ce qui revient en fait à être professeur. On constate aussi que le lien des AED avec le reste du personnel est souvent compliqué. Ils prennent leurs ordres directement des CPE, sont au final peu en contact avec les professeurs, parfois ne sont pas acceptés dans les salles de poste des profs, etc. etc. C'est de manière générale un métier assez peu considéré par le reste du personnel. Pourtant, les AED sont ceux qui sont peut-être le plus en contact avec les élèves dans l'établissement et dans des temps moins formels qu'en classe. La situation à Victor Hugo en est encore un bon exemple. Face à un problème avec un professeur, ce sont aux AED que les élèves s'adressent. Les AED sont la courroie de transmission entre les élèves et le personnel, et pourtant ce n'est pas le rôle qu'on leur permet d'assumer. Les exigences de la direction pour les tâches des AED sont clairement déconnectées de la réalité des établissements, et encore une fois, on constate que personne d'autre que les travailleurs sont à même d'organiser au mieux leur manière de travailler, car c'est nous qui connaissons au mieux ces réalités. Le seul moyen pour imposer les conditions de travail que l'on veut, c'est la lutte. Et l'outil syndical est essentiel pour imposer un réel rapport de force. Toutefois, la situation syndicale dans l'éducation nationale est compliquée. Force est de constater que le syndicat largement majoritaire dans l'éducation nationale, la FSU, ne correspond pas à ces critères. De nombreux enseignants syndicalistes en arrivent au même constat. C'est un syndicat corporatiste et de service se limitant à l'organisation de travailleurs dans la fonction publique et principalement dans les métiers de l'éducation. Cela ne permet pas, voire empêche la construction de luttes interprofessionnelles. Les outils juridiques et les négociations avec les rectorats ou le ministère sont prioritaires par rapport à la construction d'un rapport de force durable et la solidarité concrète entre les travailleurs. Si ce syndicat accompagne les travailleurs dans leur démarche individuelle, affectation, promotion, conflit individuel avec la direction, il est souvent frileux à mobiliser collectivement pour bâtir un rapport de force, préférant négocier directement dans une logique de cogestion. Enfin, c'est un syndicat qui ne reconnaît pas la lutte des classes et ne cherche pas à syndiquer les plus précaires, donc contractuels, ATSEM, AESH, AED. Ces derniers sont pourtant les premières victimes de la politique gouvernementale en matière d'éducation. Pour mener une lutte solide, durable et donc victorieuse, nous avons besoin d'un syndicat de classe et de masse. Le syndicat doit regrouper l'ensemble des travailleuses et travailleurs de l'éducation nationale, sans distinction de statut, les AESH, les AED, les contractuels, ainsi que les personnels travaillant dans les établissements scolaires mais n'étant pas rattachés à l'éducation nationale, tels que les ATSEM, les agents d'entretien, qui sont employés par la mairie. Mais également, le syndicat ne peut pas avoir un rôle de cogestion, mais doit mener à la lutte.
Le cadre juridique et l'aide individuelle doivent conduire à la mise en action des travailleuses et des travailleurs. Autrement dit, le syndicat doit accompagner les travailleurs dans leur démarche individuelle, mais aussi et surtout leur fournir les outils nécessaires pour pouvoir s'organiser collectivement pour revendiquer de meilleures conditions de travail. L'un ne peut aller sans l'autre. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, alors le syndicat ne peut être un syndicat de classe. Il ne peut défendre nos intérêts face à des gouvernements qui sans cesse détruisent nos conditions de travail et transforment l'école en une machine de tri social et de futurs travailleurs dociles. De plus, il est important que ce syndicat permette la convergence des luttes et fasse le lien entre les luttes des différents secteurs. La casse de l'emploi n'existe pas que dans l'éducation nationale, mais est bien généralisée à tous les secteurs et le capitalisme attaque sur tous les fronts en même temps. Nous devons travailler tous ensemble pour atteindre nos objectifs. Pour nous, la CGT est le syndicat de lutte et de masse permettant réellement de s'organiser collectivement, à la fois pour la défense de cas individuels et pour revendiquer de meilleures conditions de travail, tout en permettant la construction d'une convergence des luttes entre les différents secteurs. Pour autant, dans la réalité, on constate que les AED ont du mal à s'organiser dans les syndicats. La précarité du statut AED et le renouvellement constant des effectifs jouent évidemment un grand rôle là-dedans, mais tout comme leur isolement au sein des établissements vis-à-vis de leurs collègues. C'est au final sous la forme de collectifs que les mobilisations AED se sont surtout structurées. À l'impulsion des AED marseillais, un collectif AED 13 s'est créé l'année dernière, menant la mobilisation et impulsant un mouvement national AED avec de nombreuses journées de grève et la création d'une coordination nationale. Cette lutte a été... Oula, j'ai perdu mon truc. Pardon. Oui, voilà. Cette lutte a été en partie victorieuse puisqu'elle a donné lieu à une loi permettant la CDIsation des AED au bout de leurs 6 ans de contrat. Toutefois, la victoire n'est pas encore acquise, notamment parce que cela fait plus de 6 mois maintenant que le décret d'application de cette loi ne se fait attendre, et en cette fin d'année scolaire, peu nombreux sont les AED arrivés au bout de leurs 6 ans à qui l'on a proposé un CDI. Force est de constater que nous avons eu des difficultés à relancer le mouvement AED cette année, malgré plusieurs journées de grève. S'organiser en collectif montre ainsi sa limite. Lorsque la lutte sur laquelle le collectif se crée diminue d'intensité, les possibilités qui s'ouvrent pour les militants sont peu nombreuses. Du fait de l'absence de réelle structure et de stabilité vraiment durable, le travail est à recommencer chaque année. Cela rend compliqué de mener des luttes durables et donc d'inverser réellement le rapport de force. C'est pourtant ce à quoi l'on doit travailler si l'on veut imposer un véritable statut, des conditions de travail dignes et qui correspondent aux réalités du métier. De plus, lutter pour nos droits en tant que personnel de l'éducation nationale, c'est aussi lutter pour une meilleure éducation pour nos élèves, parce que la précarité du personnel impacte forcément les conditions d'études. Du coup, sur ce, je laisse la parole à Arthur qui va parler pour les lycéens. Alors, moi je suis lycéen au lycée Lumière à La Ciotat. Ma prise de parole va surtout être un témoignage d'une action syndicale pour que vous ayez une idée de comment ça se passe au sein des lycées. Donc d'abord, je vais remettre en contexte. La situation actuelle dans les lycées, c'est qu'on a une réforme du bac qui augmente le contrôle continu sur la note finale au baccalauréat et qui donc met en concurrence les établissements les uns avec les autres. Aussi, dans énormément de lycées, on a une utilisation pour retirer certains droits aux lycéens. Donc, et c'est là-dessus que j'ai basé ma lutte syndicale. Par exemple, on avait notre foyer, donc le lieu de vie où on pouvait se réunir, manger, etc., a été fermé. On n'avait plus le droit de manger au sein du lycée. Donc ça nous posait problème, surtout en hiver, quand on était en extérieur avec le Mistral qui soufflait extrêmement fort, on crevait de froid, quoi. Donc, moi, avec des camarades, on a rejoint le syndicat, qui était le MNL, le Mouvement National Lycéen, qui était le syndicat le moins réformiste qu'on a pu trouver. Et on a commencé une action. Donc, la première étape, ça a été des pétitions. Donc, on a fait signer des pétitions qui exprimaient ouvertement notre volonté de rouvrir le foyer. On a eu autour de 300 signatures sur 1000 lycéens au total dans l'établissement, donc c'était vraiment beaucoup. De signatures, tout s'est bien passé. Au bout du deuxième jour, on avait mis une table sur le parvis du lycée. La proviseure a appelé la police afin de faire partir. Donc les policiers nous ont fait partir. On a dû retirer notre stand et on a arrêté de faire signer des pétitions pour la journée.
Donc, de répression, mais vous allez voir, c'est que le début. Parce que, bon, c'est la seule fois où la police a intervenu, heureusement. Mais ensuite, on a continué l'action au sein du lycée. Donc, on a voulu faire une assemblée générale, afin de mettre au clair avec tous les lycéens les problèmes au sein de l'établissement. On a fait donc de l'affichage sauvage et on a écrit à la craie sur un mur pour convoquer les gens à faire l'assemblée générale à vendredi. J'ai été... la proviseure n'était pas très à l'aise avec les actions que je faisais, du coup. Elle a mis la pression sur la MDL en faisant des fausses accusations comme quoi je faisais mes actions au nom de la MDL, organisme dont je ne fais pas partie. La MDL, elle a dénoncé que c'était moi qui faisais les actions, etc. J'ai été donc convoqué la première fois pour affichage sauvage. On m'a remis en place, on m'a dit que l'Assemblée Générale n'avait pas à se faire et que j'avais aucun droit de faire ça. Du coup, heureusement que j'étais syndiqué, que j'ai pu faire valoir les droits des élèves de se rassembler. Donc, c'est voilà, je suis resté 1 heure dans le bureau avec la proviseure, j'étais seul. Ça a été une erreur en fait parce que j'avais eu très peu de formation à l'époque, c'était ma première action. J'avais rejoint le syndicat le jour d'avant. Ce qui m'a un peu sauvé en quelque sorte. Et en fait, le lendemain matin, donc le soir même, je suis allé à une soirée du pub de la JC. On m'a un peu plus formé parce que j'avais très peu de notions, très peu de méthodes pour militer correctement. Le lendemain matin, j'ai re-été convoqué. Cette fois-ci, c'était pour dégradation de biens publics parce que j'avais écrit à la craie sur un mur. Bon, c'était un peu abusé. Et donc, quand j'ai été convoqué, j'ai refusé. J'ai demandé la présence d'un de mes associés, donc un autre élève syndiqué, qui est, bon, Enzo Puchot, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et quand j'ai demandé à la présence, on a refusé la présence de quiconque pour ma convocation. J'ai quand même fini par avoir la possibilité d'être convoqué avec les délégués, mais les délégués sont partis très vite puisque la proviseure a fait en sorte de les virer. Donc j'étais seul avec la proviseure dans une salle. Elle m'avait enlevé mon téléphone, j'avais pas de moyen de communication. Je suis resté au total durant la matinée 3 heures dans cette salle. Au moment où elle partait, elle me laissait seul. Elle m'a dit qu'elle avait prévenu mes parents. Vous allez voir que du coup il y avait un problème avec mon comportement au sein du lycée. Bon, pour rappeler, j'ai juste écrit à la craie sur un mur. Elle m'a mis un gros coup de pression en me disant qu'elle allait porter plainte pour dégradation de biens publics, etc. L'Assemblée Générale en plus devait se tenir l'après-midi. Elle m'expliquait que je serais porté responsable de toutes les dérives. Bon, une dérive de l'Assemblée Générale lycéenne, c'est pas grand chose. Voilà, c'est la réflexion. Et donc, au final, quand elle m'a dit qu'elle avait prévenu mes parents, elle n'a jamais eu mes parents au téléphone, c'était juste pour me tenir à l'écart. Et mon père a fini par arriver parce que j'ai eu la chance d'avoir prévenu une professeure syndiquée que je m'étais fait convoquer parce que les professeurs syndiqués dans l'établissement m'ont énormément aidé sur ma lutte. Et lorsque mon père est arrivé, j'ai pu sortir mon père a essayé de négocier parce qu'il avait très peur que la proviseure porte plainte et que je puisse pas avoir un casier judiciaire. Puis quand j'ai pu sortir, l'Assemblée Générale s'est tenue normalement. Et en fait, au bout d'une semaine, on a réussi à avoir la réouverture du foyer parce que la proviseure voyait que commençait vraiment à y avoir un mouvement sérieux parce qu'on était vraiment soutenu par énormément de lycéens. Je rappelle 300 signatures sur une pétition en 2 jours de militantisme. Ça fait un tiers des lycéens à peu près. Et du coup, on a eu la réouverture du foyer comme on voulait. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces informations, très peu de notions au tout début, parce que c'est là où on commence tous en fait. On a aussi, on n'est pas en conscience de nos droits. Par exemple, la première fois que j'ai été convoqué, je ne savais pas que je pouvais demander la présence de quelqu'un, que même je pouvais refuser. Et au final, si j'avais des conseils à donner à des lycéens qui militent, ça serait de vraiment essayer de se former le mieux possible, aussi de prendre contact avec des professeurs syndiqués qui peuvent les aider au sein de l'établissement.
et de jamais militer seul, avoir au moins un groupe, d'être 8 ou 9 qui arrivent à s'entraider, etc. C'est ce qu'on a pu faire et voilà. C'était vraiment se regrouper et avoir les profs syndiqués, les profs les plus efficaces, les profs syndiqués les plus efficaces, c'était les profs syndiqués CGT, mais il y en a extrêmement peu. Mais avoir des profs syndiqués qui nous soutiennent et être un groupe de lycéens, c'est vraiment essentiel dans le militantisme. Voilà. Bravo. Je suis étudiant à la fac de lettres à Aix et je fais partie d'un syndicat étudiant qui a été impulsé par la jeunesse communiste qui s'appelle le comité de lutte qui opère sur cette fac et parfois un peu sur d'autres. Et je vais parler un peu de quelques problèmes qu'il y a à la fac globalement et quelle lutte on a pu essayer de mener, parfois les amis aussi, sur la fac. Donc, pour parler un peu de la fac, c'est la fac est de plus en plus privatisée globalement. Elle est de plus en plus poussée à essayer de se financer par elle-même plutôt que d'être financée par l'État. Il y a de moins en moins de personnel, que ce soit étudiant ou administratif, par rapport au nombre croissant d'étudiants au moins. Parfois moins de personnel en général, tout simplement. Et moins de financement. Il y a une décentralisation de la gestion de la fac. Il y a le cadrage national des diplômes qui permet d'assurer que les diplômes ont tous plus ou moins la même valeur. Ce cadrage national est de plus en plus démantelé et la valeur ce qui fait que la valeur du diplôme va changer en fonction des facs, qu'il y a moins de supervision par l'éducation nationale en quoi le diplôme consiste, etc. Et du coup, avec ces différents diplômes de différentes valeurs, ça crée une concurrence entre différentes facs selon la valeur du diplôme, et de plus en plus une logique de marché dans cette concurrence entre facs. Dans la fac, tout est de plus en plus géré par le privé. Les locaux sont possédés et gérés par le privé. À notre fac, c'est une entreprise qui s'appelle Eiffage qui possède les locaux de la fac. L'entretien est géré par le privé. Je donne juste quelques exemples. L'entretien est aussi géré par le privé. Sur la fac, on avait participé à une lutte avec du personnel des travailleurs du nettoyage syndiqué à la CGT. Ce qui leur était arrivé, c'est qu'en gros, il y avait l'entreprise que la fac a changé d'entreprise pour gérer le nettoyage, et la nouvelle entreprise avec qui ils ont fait un contrat a voulu virer la moitié des travailleurs, et du coup les travailleurs ont fait une grève. Ils ont viré la moitié des travailleurs pour baisser les salaires et pour augmenter les tâches, etc. Et du coup, les travailleurs ont fait une grève et on a essayé de soutenir leur grève, de faire tout un... Parce que il y a une bonne partie des étudiants qui étaient un peu en mode ça fait chier la grève parce que les locaux sont sales, etc. Mais il y avait une bonne partie qui comprenait qu'il y avait des raisons pour ça, donc on a fait une grève pour militer avec les travailleurs et pour aussi sensibiliser les étudiants, un peu comprendre pourquoi ça se passe, etc. Et du coup, ces travailleurs ont pu gagner sur toutes leurs revendications, mais c'est quand même un problème qu'ils sont embauchés par le privé et que c'est le privé qui gère et que c'est pas la fac et que c'est pas le public. Ensuite, un dernier petit exemple du privé dans la fac, c'est que récemment, il y a eu un examen qui était censé être obligatoire pour tous les étudiants en licence. Que c'était un examen, ça s'appelait la CIPC examen, mais je crois pas que ça avait de rapport avec le privé, mais plus avec comment ça avait été organisé à la dernière minute, etc. Voilà. Donc, je suis dans un syndicat qui s'appelle le comité de lutte. Donc tout ça, c'était quelques problèmes qu'il y a à la fac. L'idée que la fac est de plus en plus privée,
Il y a de moins en moins de personnel pour s'occuper des problèmes des étudiants. Au niveau administratif, l'administration a de plus en plus de mal à gérer parce qu'ils ont plus d'étudiants, moins de personnel. Et c'est pareil pour les cours où il y a des cours qui sont au niveau national et centralisés, quoi. Et du coup, ça veut dire que la fac peut tout simplement refuser d'organiser des rattrapages. Ce qui est un problème parce qu'il y a beaucoup d'étudiants salariés ou beaucoup d'étudiants qui comptent sur les rattrapages pour finir leurs années parce que ils peuvent pas les conditions de vie qu'ils ont fait qu'ils veulent et où ils peuvent travailler et d'être complètement inféodés au patronat et à l'entreprise qui les a formés. Du coup, pour prendre la suite, c'est que ce qu'il a expliqué Guilhem sur le fait qu'on a une formation quand on est apprenti qui est entièrement déterminée par le patron. Ça, en fait, c'est ce qu'il dit François au début, quand il dit l'école de classe, le patronat, il veut juste former des travailleurs pour qu'ils, boum, ils travaillent pour lui direct, et il veut pas nous enseigner des choses, c'est qu'on est en plein là-dedans. Et qu'en fait, le CFA, c'est ça. C'est directement le patron qui dit je fais ce que je veux de toi, et d'ailleurs, tu es déjà un travailleur. Et du coup, tu es déjà exploité, et tu te fais déjà mettre l'amende, et en fait, c'est aussi la préparation de ça. C'est-à-dire que c'est pas juste je te donne que ce que tu as besoin d'apprendre pour travailler chez moi, c'est aussi je vais t'apprendre en plus de ça à fermer ta gueule et que t'es une merde. Et ce qu'il raconte Guilhem quand on dit on regarde pas les dames dans les yeux, etc. Mais c'est qu'en fait tous ceux qui ont été déjà en formation pro, c'était le cas, c'est que les lycées pro, c'est entre guillemets, on te dit t'es la voie de garage, de toute façon t'es en pro donc t'es une merde. En vrai, l'apprentissage, on va encore plus loin là-dedans, c'est parce que non seulement t'es les pros, etc., mais en plus, t'es au travail. Et au travail, on t'apprend un truc, c'est qu'il faut fermer sa gueule et faire ce qu'on te dit et que t'as pas de droit. Et que t'as pas de dignité non plus. Et ça, du coup, c'est sur la formation, mais c'est aussi sur le statut de toi-même qui est déjà un travailleur. C'est-à-dire que, on est nombreux à le savoir, les apprentis sont mal payés. Mais il faut qu'on parle de la grille de salaire des apprentis. C'est une grille de salaire en fonction de l'année dans laquelle tu es, c'est-à-dire que tu es en première année, deuxième année, troisième année, c'est aussi une grille de salaire en fonction de l'âge. Ça veut dire qu'un gars qui a fait plusieurs formations, qu'il a commencé un CAP, après il a fait un bac pro, peut-être il s'est réorienté dans un autre CAP, il va avoir plusieurs années de formation. Nous, on dit, mais c'est le mec, il est qualifié, il a plusieurs années, etc., il doit être payé plus. Pour peu qu'il soit jeune, qu'il ait commencé à 16 ans, et que quand il a fait plusieurs années, il a, mettons, 19 ans, il y a un autre gars qui est en première année, mais qui lui il a 25 ans parce qu'il a fait une orientation professionnelle, il va être payé plus que le gars qui a fait plus d'années. Et nous on s'oppose complètement à cette logique là, parce que nous on revendique quand même le droit à l'ancienneté, la reconnaissance de la qualification. Directement, quand tu es apprenti, ta grille de salaire elle met pas en place ça, et c'est cohérent avec le projet sur le point de vue éducatif, où tu n'as plus à terme des diplômes nationaux, où tout comme on a cassé le bac, on casse aussi les bacs pro, on casse aussi les CAP, et on va casser les BTS aussi, on va tout casser, et on va te remplacer par des CQP. Et les CQP, c'est pas des diplômes, c'est des titres professionnels. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement ce qu'il a dit Guilhem par rapport à la formation, ça veut aussi dire plus d'entrée dans la grille de salaire. Parce qu'actuellement, on a toujours des grades de diplôme niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. qui normalement correspondent à des entrées dans les grilles de salaire. Et avec les CQP, on casse ça. Tu vas faire ta formation, tu vas trimer, tu vas te faire humilier, tu vas tolérer tout ça, tu vas avoir la pression sur le salaire, tu vas tout accepter pour au final être payé au SMIC. Et ça, on le connaît, on a des camarades qui vivent ça, qui ont dû passer à travers tout ça pour au final devoir accepter un SMIC parce que c'est l'entreprise qui t'a formé. Tu sais pas si tes compétences elles sont valables ailleurs, du coup tu acceptes sous la pression de l'emploi, et au final, tu acceptes d'être payé un SMIC alors que tu es un ouvrier qualifié. Et ça, c'est comment l'apprentissage il est utilisé pour t'apprendre à fermer ta gueule, pour que, en bout de compte, ce qui compte pour le patron, c'est qu'il veut un salarié qui va payer au lance-pierre, qui va habituer à avoir pas de droit, et qui va fermer sa gueule et qui va tout accepter. Et donc c'est ça l'enjeu sur la question des apprentis. La question des apprentis, c'est on est utilisé quand on est apprenti pour remplacer des travailleurs en poste. Et ça, tous les apprentis, ils le savent, ils le disent, on fait le même travail que des gars qui sont pris pour un salaire inférieur. Il faut savoir aussi, il y a des aides qui sont données aux patrons, qui sont énormes pour les apprentis. C'est-à-dire, un apprenti, c'est à peu près 5000 balles par an d'aide en première année et 8000 en deuxième, il me semble. Ou alors, non, il y a une aide de 5000, une aide de 8000 et les deux se cumulent. Il faut savoir qu'un apprenti, non seulement il est payé moins,
mais aussi il n'y a pas de cotisation sociale sur le salaire d'un apprenti. Donc ça coûte quasiment rien, et en plus il y a des aides. La jeunesse communiste, on avait estimé que pour l'année 2016, il y avait 1 milliard d'euros d'aides qui étaient distribués au patronat pour l'embauche des apprentis. En 2016, il y avait 275 000 contrats d'apprentis par an, 1 milliard d'euros. On a regardé les chiffres de 2021, 718 000 contrats. Bah, vous multipliez par 3. Ça, c'est l'argent qu'on donne gratuitement aux patrons pour sous-payer des apprentis, pour pas embaucher des travailleurs en poste. Et ça, à la fois, ça attaque les statuts dans les professions qui ont des statuts, en remplaçant des travailleurs par des apprentis, et aussi accompagner la privatisation de l'éducation, parce qu'on passe de lycée pro, que certes c'était améliorable et il y avait des problèmes, mais c'était quand même l'éducation nationale. Maintenant des CFA, c'est directement privé, c'est le patronat qui fait tout. Il fait tout avec l'argent public. Parce que par contre les CFA, ils sont financés par la taxe apprentissage, par des organismes de financement, c'est notre argent. C'est une part de notre salaire qu'on cotise et que les patrons payent aussi par rapport à la masse salariale, qui sert à financer les centres de formation. Ça, nous on devrait revendiquer que ça soit comme la sécurité sociale, c'est notre argent, c'est nous qui gérons. On devrait se battre pour ça. Et il faut savoir qu'il y a une époque, c'était des revendications qu'on avait. C'est pas directement sur la question des apprentis, mais il faut voir que la création des LEP, des lycées d'enseignement professionnel, c'était des luttes que la CGT a menées, à la Libération. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les bourses pour les étudiants, c'était aussi décidé par les comités d'entreprise. C'est les comités d'entreprise, les CE, pardon, qui géraient les bourses. Il y avait aussi une gestion au niveau des lycées professionnels, et il y avait aussi une revendication qui était qu'un apprenti, c'est un travailleur. Eh bien, un travailleur, il a des droits. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation des apprentis, parce qu'on a perdu sur cette lutte idéologique-là. Et c'est aussi ça, le premier chemin. Nous, actuellement, on n'a même pas d'expérience à raconter des apprentis qui sont organisés, qui ont lutté, etc. Mais en même temps, c'est normal, parce qu'ils sont tellement pris à la gorge avec tout ce qu'on a raconté, que comment vous voulez que se crée la question de la lutte? Eh ben, c'est parce qu'en vrai, la première étape de ça, c'est une lutte qui est idéologique, en fait. Pour dire, l'apprenti, bah déjà, c'est pas une merde, mais parce qu'en fait, le travailleur, c'est pas une merde. Et qu'en fait, si on accepte que l'apprenti, il est sous-payé, que même dans nos rangs, on entend des justifications. Ouais, mais t'es moins payé parce qu'un coup t'es à l'école, un coup t'es au travail. Sauf que l'apprenti, en mai et juin, quand l'école elle se termine, eh ben il est de longue à l'entreprise après. Il n'alterne plus. Il passe tout son été. Il n'est pas en vacances, il travaille, mais il est toujours payé un demi-SMIC. Bon bah en vrai, si on accepte ça, si on accepte que l'apprenti il doit juste balayer dans l'atelier, si on accepte que la formation t'est laissée à toi-même, mais en vrai, derrière, on va accepter que le patron nous mette la misère quand on sera employé. Et bien du coup, c'est dire aussi, le premier enjeu de cette lutte-là, c'est dire la reconnaissance de l'apprenti en tant que travailleur, mener cette lutte-là pour dire, ben non en fait on n'est pas des merdes. On va lutter pour notre droit à la formation et pour notre droit au travail, et au travail avec la dignité, parce qu'on ne veut pas juste prendre le premier travail que vous nous demandiez, on veut prendre un travail avec des droits. Et si on mène cette lutte-là idéologique sur la question de l'apprentissage, et on pourrait parler aussi plus largement des stagiaires de la formation professionnelle, parce qu'en réalité, l'apprentissage, c'est quand on est jeune, qu'on nous dit, mon coco, soit t'as le chômage, soit t'as l'armée, soit t'acceptes d'être apprenti, de faire des services civiques, de faire n'importe quoi. C'est dès maintenant que la lutte elle est importante, parce que lutter dès là, c'est dire que quand j'arriverai au travail, ben là aussi je voudrais un travail avec des droits, et que du coup je voudrais me syndiquer, je voudrais m'organiser. Ça veut dire aussi que l'apprenti, son organisation, elle ne peut pas être conçue indépendamment de l'organisation du reste des travailleurs, parce qu'en réalité l'apprenti il est sur son lieu de travail. Et du coup il a besoin de ses collègues pour lutter. Parce que s'il est tout seul, il va se faire mettre la misère et il ne pourra rien faire, c'est sûr. Et c'est ça le premier truc. Et l'autre point sur lequel on voulait ouvrir sur la question de l'organisation pour les apprentis, c'est que dans la CGT, on le sait, on a constamment la préoccupation de la jeunesse. Comment on va organiser la jeunesse? Bon bah on va faire des groupes de jeunes, des choses, etc. Nous ce qu'on pense c'est que aussi, avant toute chose, posons les questions en termes revendicatifs. C'est quoi les problèmes des apprentis? C'est les problèmes de se nourrir, c'est les problèmes de se loger, c'est les problèmes de la précarité, c'est les problèmes de défendre les statuts, de défendre les salaires, mais de les défendre pour tout le monde. Bon bah si on pose ces problèmes-là, et si on s'adresse aux jeunes dans les entreprises, ils sont là, ils travaillent avec nous, et qu'on leur dise, on va se battre tous ensemble, et tu vas venir avec nous, mais tout comme on dirait ça aux intérimaires,
tout comme on dirait ça à la sous-traitance, eh ben c'est comme ça en vrai qu'on pourra revitaliser ça et organiser cette frange-là de la jeunesse, mais de la jeunesse travailleuse, et qu'on pourra mener des luttes tous ensemble. À EDF, à Marseille, à Cantigny, il me semble, ils ont mené des luttes, ils ont été capables de dire, bah maintenant, il y a des apprentis qui sont en fin de formation, boum, les camarades, ils ont fait grève, ils ont dit, on veut que ces gars-là, ils soient embauchés, parce qu'eux, ils défendent leur statut, et parce qu'ils disent, bah ces jeunes-là, ils sont venus, ils ont été formés avec nous, et ben nous, on est leurs collègues, et ben on se bat avec eux pour qu'ils aient des droits. Bah en vrai, c'est des initiatives comme ça qu'il faut qu'on soit en capacité de mieux connaître, de populariser, et c'est comme ça qu'on pourra aussi dire que, bah, en vrai, non, il n'y a pas rien qui est possible. Et qu'en vrai, ça prendre pour des merdes, eh ben on l'accepte. Et que, bah, quand même, ils étaient bien méchants de mal nous traiter. Mais finalement, moi, je vais être un peu provocateur et dire, mais c'est pas la faute des patrons, c'est notre faute à nous. Parce que qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'autres des patrons, sinon qu'ils nous en mettent plein la gueule. Maintenant, la question, c'est... Merci Marius, merci Kylian. Du coup, bon, on a pu voir que du coup, en tant que jeune en formation, il y a tout un enjeu en fait de comment construire le rapport de force. Et en fait, c'est une question qui est complexe, que ce soit au lycée, à l'université, que ce soit dans les CFA, etc. Du côté des jeunes en formation et du côté aussi du personnel de l'éducation. Donc du coup l'enjeu du débat porte sur ça. Donc si des personnes souhaitent intervenir, prendre la parole, etc., et ben, on vous donne le micro. Voilà. Les AED de Victor Hugo. Ouais, c'est bon, ça marche. Je vais vous chanter une chanson en fait. Non, du coup, je suis Manu, je suis AED au lycée Victor Hugo. On est venu avec une petite équipe là. Donc déjà merci Alice, je crois, qui a fait pas mal l'introduction déjà de ce qui s'est passé chez nous. Voilà. Donc je vais y revenir un petit peu. Déjà nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé à mener des combats. À la toute origine, on s'était battu pour la prime rep, qui très vite a créé une mobilisation qui a dépassé le lycée Victor Hugo, qui s'est étendue à d'autres lycées. Et petit à petit, on a posé de plus en plus de revendications sur le statut, etc. Donc tout ça, ça a donné lieu à une grosse mobilisation l'an dernier. Une mobilisation qui a été quand même partiellement victorieuse, en tout cas qui a permis des avancées. La première, l'application de la prime REP à la rentrée. Donc la prime REP, c'est pas anodin pour nous, c'est 1 700 € par an pour un temps plein, c'est quand même une belle somme pour des salariés qui sont en CDI, à temps partiel, qui ont vraiment des petits revenus. Et la possibilité d'avoir le CDI. Donc ça, c'était déjà pour nous vraiment une grosse victoire, même si c'est le CDI dans la fonction publique, donc c'est un peu vicelard. Et surtout, il faut se taper les 6 ans, il faut se taper d'abord 6 ans de CDD pour avoir éventuellement la possibilité de passer en CDI. Donc c'est pas une victoire complète, mais c'est quand même une petite avancée. De là, nous sur le lycée Victor Hugo, comme on avait été un peu un lycée un peu moteur, dès le début d'année, ils ont décidé de nous mettre la pression et d'essayer de casser le collectif de lutte. Collectif de lutte qu'il faut reconstruire un peu chaque année en fait, parce qu'il y a la moitié du personnel qui part, donc il faut repartir de zéro quasiment chaque année, pas de 0-0 mais quand même de pas loin. Et dès le début d'année, ils nous ont mis des coups de pression et ils ont renouvelé des périodes d'essai de plusieurs collègues pour leur dire en gros, vous mélangez pas trop avec voilà, les grévistes, ceux qui revendiquent, ceux qui se mettent en avant, voilà. Ils ont essayé un peu de mettre des coups de pression sur des coups un peu bidons. Mais globalement, on était bien soutenus par le corps enseignant, par la CGT, par Sud, mais même à une époque par la FSU, mais ça s'est vite arrêté. Ils ont attendu un moment dans l'année, on a eu un gros souci, c'est qu'on a eu des élèves qui sont venus nous reporter des paroles d'une enseignante qui tenait des propos racistes, voilà, je sais pas comment le dire, qui traitait les élèves de blédards, de ci, de là, enfin vraiment des accusations qui étaient vraiment hardcore. Du coup, il y a 6 surveillants qui ont signé un rapport et qui l'ont fait remonter à la direction, sauf que les élèves ne voulaient pas donner leur nom.
Donc la direction a essayé de faire des pressions sur nous pour qu'on lâche les noms, et surtout sont allés dans les classes pour mettre la pression aux élèves, c'est qui a dit ça, c'est qui a dit ça, c'est qui a dit ça. Donc au final, ils ont réussi à intimider les élèves. Eux, ils en ont conclu qu'aucun élève était victime de racisme, et donc forcément que c'est les surveillants qui avaient fait de la diffamation. Donc c'est toujours facile, le CDD, on peut le faire dégager comme ça, quoi. Donc ils se sont retournés contre nous. Tout ça, ça a dégénéré. Comme la direction, elle a bien alimenté ce truc-là, nous ont retourné une partie du personnel contre nous. Il y a eu des altercations, enfin, ça a été très tendu pendant plusieurs mois. Et ça, la direction n'a rien fait. Elle a bien laissé pourrir pendant longtemps. Si bien qu'à un moment, en gros, hein, ils ont voulu sous-entendre que nous, on faisait du prosélytisme. Qu'on emboucanait les élèves, qu'on était trop tolérants, limite sur le voile, sur la casquette, sur ci, sur là. Et ils ont essayé de nous attaquer un peu indirectement, et ils se sont mis à essayer de faire notre... C'est dur, et que c'est dur de tenir face à la direction, surtout quand on a des contrats précaires. Et voilà, et il faut pas lâcher, et je crois qu'ils nous le montrent bien, et que ce soit en tant que lycéen, en tant qu'étudiant, en tant que jeune travailleur, en tant que travailleur précaire dans l'éducation nationale, en tant qu'apprenti, il faut se battre pour nos droits et pour nos conditions de travail et de vie. Et voilà, merci.